Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes là dans le cadre du premier contact entre la délégation de la France Insoumise conduite par M. Jean-Luc Mélenchon, accompagné de parlementaires et de membres de son parti, et celle de PASTEF les Patriotes, conduite par moi-même, et avec tous les bureaux politiques, les parlementaires et quelques ministres membres du parti. Nous sommes très heureux d'accueillir M. Mélenchon au Sénégal. C'est un vœu qui vient de se réaliser. À plusieurs reprises, nous avions projeté d'avoir cette rencontre à Dakar ou à Paris pour mieux approfondir nos relations naissantes d'alors, qui jusque-là s'étaient matérialisées par la tenue d'appels téléphoniques, de réunions téléphoniques, mais lesquelles réunions nous avaient permis de voir, d'établir à quel point il y avait convergence entre nos deux mouvements politiques, particulièrement en ce qui concerne les relations entre l'Europe et l'Afrique, entre l'Europe et le Sénégal et entre la France et le Sénégal. Et donc nous sommes heureux aujourd'hui de pouvoir recevoir M. Mélenchon et sa délégation à Dakar et de pouvoir avec tout le parti partager ces quelques heures ensemble que nous tâcherons de rendre les plus remplies, les plus agréables, mais les plus studieuses possibles également, puisque nous avons à travailler sur des thématiques extrêmement importantes qui interpellent nos deux pays, mais qui interpellent également nos deux continents. Je voudrais également remercier M. Mélenchon et l'ensemble de sa délégation pour leur soutien sans faille, constant, durant tout le temps qu'a duré la persécution contre notre parti politique, contre nos militants et contre moi-même. Le mouvement La France Insoumise a été très présente et tout le monde a pu voir à quel point son soutien a été constant, sans arrière-pensée, au nom de la défense de la liberté, des valeurs que nous partageons, de la démocratie, mais également de la justice tout simplement. Monsieur Mélenchon, merci et veuillez transmettre nos remerciements à tout votre mouvement en France et dans le monde entier. Et nous sommes heureux également de pouvoir partager demain avec M. Mélenchon une conférence de presse, une conférence publique qui sera co-animée à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar devant d'éminents intellectuels, mais devant également un parterre d'étudiants. Et nous aborderons ensemble la problématique du futur des relations entre l'Europe et l'Afrique, mais également entre la France et le Sénégal. Je veux simplement préciser que nous accueillons la délégation de France Insoumise en tant que mouvement politique et nous les accueillons nous en tant que parti politique. Je ne voudrais pas que l'amalgame soit fait. Ce n'est pas le Premier ministre du Sénégal qui accueille M. Mélenchon, même s'il est assez difficile de dissocier les deux, mais c'est le président du parti politique PASTEF les Patriotes qui, au nom de tout son parti, exprime toute sa satisfaction à recevoir cette délégation de la France Insoumise et à pouvoir travailler sur les 2 prochains jours sur les problématiques que nous partageons. Je souhaite donc un très bon séjour à M. Mélenchon et à sa délégation. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président du PASTEF, cher Ousmane Sonko. Vous avez eu raison de situer le cadre dans lequel se déroule notre rencontre. Quels que soient mes rapports avec le gouvernement et les autorités de la France, il va de soi que je souhaite la plus intense et la plus sincère et la plus mutuellement profitable des relations entre ma patrie et la vôtre. Dès lors, c'est comme partenaires politiques que nous nous rencontrons. Et partenaire ne veut pas dire identique, je préfère libérer tout de suite l'éventuelle discussion
Nous ne sommes plus au XXe siècle et nous ne formons plus des syndicats de partis frères ou supposait-elle. Nous sommes des partenaires, c'est-à-dire que chacun, nous avons une politique, des objectifs, et c'est vrai que sur de très nombreux points, ils convergent absolument. Sur le rapport qui existe entre la souveraineté du peuple, l'indépendance et la liberté, nous sommes en absolue convergence de vues. Sur le refus des politiques impériales, sur la nécessité de passer des bons sentiments aux accords concrets sur les sujets majeurs de notre temps, pour lesquels la France a, son peuple, le besoin terrible de l'aide du Sénégal, de sa jeunesse entreprenante, de ses intelligences disponibles. Et je pense à tout ce que l'on peut faire en direction de la conquête et de l'exploration de l'espace, puisque votre nation marche parmi les premières de celles d'Afrique qui sont en état d'y prétendre. Et le XXe siècle étant terminé, ainsi que les périodes de colonisation qui vous ont accablé pendant ce siècle, le moment est venu d'entrer dans de nouvelles ères du travail, c'est-à-dire où des causes communes nous rassemblent. Il y a cause commune sur l'espace, il y a cause commune sur la mer, il y a cause commune sur la façon avec laquelle nous pouvons aborder le problème de la vie, de la langue commune. Car n'en déplaise à quelques-uns de mes compatriotes, la langue commune, dont Sédar Senghor a été le premier chantre commun, la langue commune appartient d'abord à ceux qui la parlent. Et ceux qui la parlent, les plus nombreux, sont des Africains. Dès lors, c'est leur inventivité, leur créativité, leurs talents artistiques qui la nourrissent. Et je compte bien que les Français en profitent, s'ils ne sont plus eux-mêmes capables de le comprendre tout de suite. Rencontrer Ousmane Sonko est un moment émouvant. Ousmane Sonko, vous ne le savez peut-être pas encore, mais occupe une place singulière dans le paysage du continent africain. Pourquoi ? Parce que le Sénégal a une place particulière. Et c'est pourquoi nous avons eu si peur à un moment donné que ce pays que nous chérissons et dont nous connaissons la nature particulière des liens, je parle sentimentaux, je parle culturels, avec le peuple français est si précieux, et surtout le lien de ce pays à sa culture républicaine et démocrate. Que tout cela ne finisse par tourner terriblement mal. Ouf. Vous avez, Président, été en mesure à chaque étape d'une situation compliquée et violente, capable de surmonter l'épreuve et de nous avoir amenés tous au point où nous voici rendus. Un Sénégal démocratique, attaché à ses tâches, se présente, tend la main au reste de l'humanité. Et quel soulagement ça a été de vous voir, Président, vous qu'on avait tellement insulté, tellement accablé, tellement accusé de tout, mais de vous voir vivant et de vous voir dirigeant les affaires de l'État. Après le reste, j'en suis sûr, se fera sur la base de l'enthousiasme qui vous a amené jusque-là. Une révolution citoyenne a eu lieu au Sénégal et elle s'est terminée d'une façon démocratique par une élection qui a ouvert un tout nouvel horizon à la patrie commune des Sénégalais. Je dis Ousmane Sonko occupe une place particulière sur le continent africain parce que, mesdames et messieurs, toute l'Afrique vous regarde. Et j'en ai eu le témoignage avec les diasporas. Je ne dis pas la diaspora sénégalaise dans les rues de Paris. Les diasporas africaines qui toutes sont venues me féliciter de venir à votre rencontre. Je crois que vous incarnez tout ça. C'est beaucoup d'attentes, j'imagine. Comme vous avez dit tout à l'heure, vous m'avez rassuré en me disant moi je suis un optimiste en toute situation. Mais je vois à quel poids cela peut représenter sur les épaules de celui qui a à le porter. L'Afrique regarde de ce côté-ci et disons les choses comme elles sont. Parce que
le peuple sénégalais, comme tous les autres peuples d'Afrique, veut contrôler son futur et qu'en se mettant en mouvement, il a réussi à y parvenir par une forme démocratique, par un vote, par une élection sans aucun doute sur son résultat, acquis dès le premier tour, c'est dire la force de l'impulsion qui a été mise en œuvre ici. Toute chose à méditer dans nos pays, et je n'en dirai pas davantage puisque demain, vous me faites l'honneur, Monsieur le Président du parti et par ailleurs Premier ministre du Sénégal, d'une conférence commune, ce qui sera pour moi une première dans ma vie de militant. Et je sais qu'on va rencontrer la jeunesse et les intellectuels sénégalais qui sont au premier rang des intellectuels de la langue commune. Voilà pourquoi c'est depuis le premier moment où j'ai posé le pied sur la terre d'Afrique, ici au Sénégal, avec ma délégation, que je peux vous dire que je ressens un bonheur profond, intense, à vivre ce que nous vivons et que demain nous allons continuer à vivre. Après cette journée que j'ai commencée avec les mannes de Léopold Sédar Senghor, que je continue avec vous, et demain avec la jeunesse et les intellectuels de votre pays. Merci à vous tous pour l'accueil que vous nous avez réservé, non seulement à moi, mais bien sûr à ma délégation, et à cette partie du peuple français qui vous regarde avec affection et fraternité, et croyez-moi, cela dépasse les frontières des seuls électeurs de Jean-Luc Mélenchon. Merci. Merci. Merci beaucoup. Pour faire de leur pays ce qu'il est devenu, nous pouvons faire plus et mieux et obtenir plus que mieux. Notre challenge se trouve ici, en Afrique. La question monétaire, qui est une question qui nous semble fondamentale. Parce que, M. Mélenchon, nous avons, comme je l'ai dit, un pays à transformer. Et cette extraordinaire jeunesse que vous voyez attend beaucoup de nous. Et c'est pourquoi le plus difficile, ce n'est pas d'avoir un programme avec des axes que nous ferons ceci dans l'agriculture, ceci dans l'industrie, ceci dans la fourniture des biens et services de première nécessité. Ce n'est pas ça le plus problématique pour nos pays. Le plus difficile, c'est d'aller chercher les moyens là où ils sont. Et nos moyens sont énormes, mais ils nous échappent. Et nous allons les chercher là où ils sont. Parmi et sous ce chapitre, je voudrais dire que la monnaie, tout autant que l'impôt, est un puissant levier économique et un instrument de souveraineté. Vous avez tantôt parlé de souveraineté. On ne peut pas en passer, imaginer une seconde que la France puisse avoir une monnaie qui ne lui appartienne pas véritablement. Aucun État digne de ce nom ne doit sous-traiter sa monnaie. Et en guise d'exemple, le général de Gaulle, qu'il avait si bien compris qu'à la veille du débarquement de Normandie, lorsque Winston Churchill lui fit part de l'intention des Américains d'imposer à la France, après la libération, une nouvelle administration, une monnaie appelée billet-drapeau, le général piqua une colère noire. Vous connaissiez ces colères. Allez, faites la guerre avec votre fausse monnaie, rétorqua-t-il. Ce billet ne circula que peu de temps en Normandie, notamment un seul mois, deux ou trois mois, de juin à août 1944, avant d'être définitivement retiré. Voici ce que nous en disions sur la question monétaire dans notre ouvrage intitulé « Solutions pour un Sénégal nouveau ». Je disais alors que nous optons sans équivoque pour une sortie prudente de ce système exsangue, car les banques centrales ayant perdu toute initiative de change pour maintenir ce taux de réserve, compriment nos économies et réduisent l'activité interne par une limitation des émissions monétaires. Ce que nous proposons, c'est de restituer à la monnaie ses fonctions d'écoute et de financement de l'économie par la formulation de l'offre des productions à l'exportation et à la consommation intérieure,
l'appui aux politiques industrielles, et j'en passe, et j'en passe. Et c'est pourquoi aujourd'hui, dans notre option de renforcer notre marché financier national par divers leviers, parmi lesquels des investisseurs étrangers qui acceptent de combler notre déficit d'épargne pour partie en monnaie locale. Imaginez-vous que les pays africains s'endettent en devises étrangères et donc sont exposés aux fluctuations du marché. Aucun pays africain presque ne peut s'endetter en devises locales. Et cela doit cesser parce que nous en subissons les contre-coups. Et ce que nous voulons également, c'est une monnaie flexible, arrimée au moins à 2 devises, à même d'aider à amortir les chocs exogènes et accompagner notre compétitivité à l'exportation. Je ne pourrai pas faire tous les développements sur la question monétaire, mais si j'en parle, c'est que à chaque fois qu'un homme politique africain soulève la question monétaire, il devient le diable incarné. Nous n'avons pas le droit de parler de notre propre monnaie. On n'en débat jamais au Parlement, on refuse d'en débattre dans les plateaux de télévision, et pourtant vous pouvez débattre de l'euro sur la tribune de l'Assemblée nationale française. Et c'est pourquoi nous en faisons un débat, nous l'imposons, et je pense que dans le cadre communautaire, en tout cas les derniers développements que nous en avons, nous nous acheminons sûrement vers ces réformes que nous souhaitons tant, qui ne sauraient tarder. L'autre élément, c'est la sécurité. La présence de bases militaires étrangères au Sénégal. Cette présence de bases militaires suscite des interrogations légitimes, plus de 60 ans après nos indépendances. Nous devons nous interroger sur les raisons pour lesquelles l'armée française, par exemple, bénéficie toujours de plusieurs bases militaires dans nos pays et sur l'impact de cette présence sur notre souveraineté nationale et notre autonomie stratégique. L'histoire récente, j'aime bien prendre des exemples sur la France elle-même. L'histoire récente de la France est très riche en anecdotes intéressantes sur la problématique et les enjeux de la question sécuritaire. Entre 1956 et 1958, vous êtes historien, je ne le suis pas, je peux me tromper sur les dates et même sur les faits. Mais entre 1956 et 1958, c'est-à-dire après la Deuxième Guerre mondiale, les Américains eurent le projet d'installer sur le territoire français un stock d'armes nucléaires et de missiles balistiques. Le projet buta sur la double question du commandement et du contrôle des missiles, dont le déploiement était admis par les militaires français comme un bon moyen d'accroissement du pouvoir dissuasif de l'OTAN. L'armée de l'air de la France jugeait alors inacceptable le principe selon lequel les escadrons de missiles balistiques resteraient sous commandement américain. Ces unités devaient impérativement être sous commandement national. Dès son arrivée au pouvoir, le général de Gaulle, encore lui, lors de la réunion de défense du 7 juin 1958, avisa que ces armes devront être obligatoirement sous contrôle français et que la France réclame le droit de donner son avis dans le déclenchement d'une éventuelle guerre nucléaire, toute condition jugée excessive par les Américains au point qu'un accord n'ait pu être conclu. Deuxième exemple, en mai 1966, le général de Gaulle engagea la France à se retirer du commandement intégré de l'OTAN, qui disposait alors d'une dizaine de bases militaires en France. Et la conséquence, nous la savons.
et justifia cette décision par la volonté de la France de disposer d'elle-même, volonté qui est incompatible avec une organisation de défense dans laquelle elle est subordonnée. Je réitère ici la volonté du Sénégal de disposer de lui-même, laquelle volonté est incompatible avec la présence durable de bases militaires étrangères au Sénégal. Ceci ne remet pas en question les accords de défense. Nous entretenons les accords de défense avec beaucoup de pays, les États-Unis, la Grande-Bretagne, la Chine même, je crois, beaucoup de pays. On peut avoir des accords de défense sans que cela ne justifie que le tiers de la région de Dakar soit occupé aujourd'hui par des garnisons étrangères. Le quatrième point, c'est le juste gain sur nos propres ressources naturelles. Nous l'avons dit plus haut, le modèle que nous voulons pour nous repose sur une mobilisation optimale des ressources endogènes. Nous disons merci à tous nos partenaires. L'Union européenne est le premier en matière d'aide au développement. 51% de l'aide au développement vient de la zone Union européenne, dont 20% de l'Union elle-même et les 80% du cadre bilatéral. C'est une bonne chose. Mais si vous mettez en parallèle ou en contradiction cette aide par rapport à ce que nous perdons, nous, dans la relation réelle, économique, qui peut se jauger à travers l'exploitation de nos ressources naturelles, à travers les clauses des marchés publics exploités sur le pays, je puis vous assurer que nous perdons 10 fois plus ou 20 fois plus. Plus à tort qu'à raison, à l'activisme d'une nouvelle élite populiste, combinée aux manipulations de nouvelles puissances concurrentes, n'est pas nouveau. C'est des raccourcis qu'il faut trouver face à des phénomènes. Et le raccourci qui a été trouvé pour expliquer ce sentiment, c'est que les Africains seraient manipulés par de nouvelles puissances, la Russie, la Chine, et j'en passe. Qu'il est né aujourd'hui sur le continent de nouvelles élites politiques, populistes, qui manipulent les masses et particulièrement la jeunesse. Et ce raisonnement infantilisant ne correspond pas à la réalité. Nous avons dépassé l'époque où les Africains pouvaient se faire manipuler par quelques peuples, par quelques régimes. Et ce sentiment qui se manifeste aujourd'hui s'est toujours manifesté des indépendances à maintenant. Chaque génération a connu son lot de militants, porteurs du même discours, désapprobateurs du caractère volontairement léonin et destructeur pour l'Afrique de ses relations avec le reste du monde et particulièrement avec l'Europe. Ce qui est par contre nouveau, et nous l'admettons, c'est l'ampleur qu'ont pris ces idées auprès des masses africaines, nourries entre autres par les échecs des élites gouvernantes africaines souvent corrompues et les relations ambiguës que l'Europe entretient avec elles, les menaces sécuritaires, l'apparition de nouvelles opportunités de coopération, mais évidemment l'effet multiplicateur des réseaux sociaux. Aujourd'hui, l'Afrique, la majorité de ses élites, sa jeunesse, sa diaspora et ses masses populaires ont beaucoup évolué. L'Occident l'a-t-il suffisamment compris? Ou est-il encore figé dans une version focardienne de ses relations avec l'Afrique? Avec la France, par exemple, je n'ignore pas que nous, notre mouvement politique, quand je dis la France, je parle de ceux qui gouvernent aujourd'hui la France. Je parle du président Macron et de son régime. Nous ne parlons pas du peuple français avec lequel nous n'avons aucun problème et avec lequel nous sommes liés par une longue et riche histoire.
Et je ne parle pas de toutes les élites politiques françaises, ni de la société civile. Je parle de l'élite gouvernante actuelle. Cette France, je n'ignore pas que pour elle, nous avons été, et peut-être nous le sommes encore, malgré notre élection démocratique par le peuple sénégalais, dépeint sous les traits d'un mouvement et d'un leader terroriste, islamiste, violent, populiste, anti-occidental, pro-russe. Je ne parle pas de vous. Vous partagez ce soir avec moi. Il est évident, M. Mélenchon, que je ne m'en plains pas, puisque le français bon chose que vous êtes n'échappe pas à cette catégorisation. La vérité, c'est que beaucoup de gouvernants européens, et singulièrement français, s'accommodaient mal de notre discours politique souverainiste et se fixaient comme objectif de l'entraver. C'est ce qui explique certainement leur mutisme approbateur face à la sanglante persécution du régime du président Macky Sall contre notre parti politique et ses militants. Monsieur le Président Macron, je voulais dire cher Jean-Luc, ce tableau semble assez sombre. Je le dis parce que durant toute la période de persécution extrêmement violente contre tout un mouvement politique au Sénégal, ayant entraîné, causé la mort de plus d'une soixantaine de personnes, des milliers de blessés, plus de 1000 détenus politiques, vous n'avez jamais entendu le gouvernement français dénoncer ce qui se passait au Sénégal. Vous n'avez jamais entendu l'Union européenne dénoncer ce qui se passe au Sénégal. Et pire encore, c'est au pire de ces persécutions que le président Macron accueillait le président Macky Sall pour le féliciter d'avoir fait ce qu'il fallait pour sauver son pays. C'est une incitation à la répression, une incitation à la persécution et l'exécution de Sénégalais qui n'avaient de crime que d'avoir un projet politique qui était majoritairement celui des Sénégalais, et ce qui le confirme, c'est l'élection dès le premier tour à plus de 54% de son Excellence le président Bassirou Diomaye Faye. Je voudrais faire une précision. Les propos que j'avance sont les propos de Ousmane Sonko, président du parti Pastef les Patriotes. Il est évident que notre posture actuelle, consistant au fait que nous avons à conduire les destinées de ce pays qui est le Sénégal, nous amènera à collaborer avec tous les États du monde, y compris l'État français et donc le gouvernement de M. Emmanuel Macron. Mais je peux également assurer que les postures et les positions que nous avons défendues jusqu'à présent en tant qu'opposants seront exactement les mêmes aujourd'hui que nous. Cher Jean-Luc Mélenchon, vous et votre mouvement des Insoumis, et au-delà des Insoumis, parce qu'il faut
qu'on recadre les choses. Je crois que vous êtes ici dans le cadre de votre coalition qui est beaucoup plus large. Et il y a ici des élus qui ne sont pas membres des Insoumis, mais qui font partie de votre coalition un peu plus large. Mais je dirais, vous et votre mouvement, vous nous avez dit hier que vous ne vouliez pas que par votre silence sur ce qui se passait ici au Sénégal, que ce silence soit le prétexte d'une généralisation de cette perception. Pourquoi faudrait-il que des problèmes politiques en Afrique soient réglés par les Africains sur commande extérieure en s'attaquant à des pays frères et à leur population surtout? Nous ne pouvons pas l'accepter. Et c'est pourquoi nous ne lâcherons pas nos frères du Sahel. Et nous ferons tout ce qu'il faut pour raffermir les liens et leur apporter notre solidarité. L'Occident et l'Europe, très promptes à donner des leçons et à se mêler de tout, ne se mêlent pas de tout avec les mêmes principes. Je m'en veux pour exemple ce qui se passe aujourd'hui dans les pays du Sahel. On a tout fait de condamner, d'exclure, de mettre des embargos. Ce que nous condamnons nous-mêmes. Il est inadmissible que des Africains fassent l'objet de condamnation, on peut comprendre, mais qu'ils fassent l'objet d'ostracisme et d'exclusion en terre africaine, ce n'est pas admissible. Aujourd'hui, l'Europe a ses propres problèmes avec des pays qui se disent adeptes de l'illibéralisme et qui ne respectent pas forcément les règles de l'Union européenne. Ce n'est pas pour autant que ces pays sont mis sous embargo ou que les subventions européennes sont coupées. Pourquoi faudrait-il que des problèmes politiques en Afrique soient réglés par les Africains sur commande extérieure en s'attaquant à des pays frères et à leur population surtout? Nous ne pouvons pas l'accepter. Et c'est pourquoi nous ne lâcherons pas nos frères du Sahel. Et nous ferons tout ce qu'il faut pour raffermir les liens et leur apporter notre solidarité. Ceux qui aujourd'hui condamnent des régimes considérés comme des régimes militaires ou dictatoriaux sont pourtant enclins à aller dans d'autres régimes qui ne sont pas démocratiques lorsque leur intérêt s'y trouve pour négocier du pétrole ou des marchés. Est-ce qu'à partir de ce moment, on peut dire qu'ils se mêlent de tout avec les mêmes principes? Absolument pas. Les problèmes internes au pays doivent être réglés par les citoyens de ces pays. Certes, il y a eu des coups d'État. Et certes, personne n'encourage la commission de coups d'État. Mais je refuse d'être ceux qui analysent les symptômes et qui refusent d'analyser les causes réelles et profondes. Je voudrais dire, Monsieur le Président Mélenchon, que c'est ces tergiversations, cette ambivalence dans les prises de position qui ont fini par discréditer une bonne partie de l'Occident, et en l'occurrence ici l'Europe et la France, au regard de tous ces peuples africains qui aujourd'hui vont aux mêmes écoles, suivent de la même manière l'actualité mondiale et sont aussi éveillés que tout autre peuple du monde. Et cela a fini par déteindre très négativement sur les relations entre l'Afrique et l'Europe. Il nous faut refonder ces relations parce que nous sommes tenus d'être ensemble et de travailler ensemble. Qu'avons-nous proposé jusqu'à présent, nous, Africains? Bien sûr, j'ai toujours dit que je n'impute pas tous les maux qui nous gangrènent
a des responsabilités extérieures. Les détournements de deniers publics ne sont pas de la responsabilité étrangère, c'est l'irresponsabilité et la boulimie de nos élites. Les mauvais choix de politique publique, même s'ils sont dictés par des institutions internationales, ne sont que de la responsabilité de nos propres élites. Je puis vous assurer que personne, rien ni personne, aussi bien dans le cadre bilatéral que multilatéral, ne nous imposera à nous les politiques. Personne. Et donc, nous allons développer ici quelques axes qui nous paraissent importants, des propositions, des offres sur ce qui doit pouvoir relancer cette coopération sur de meilleurs termes qu'elle ne l'est actuellement. Mais avant, je présenterai brièvement le modèle qui est le nôtre. Nous sommes arrivés au pouvoir avec un modèle que nous avons présenté aux Sénégalais pendant 10 ans. Nous n'avons pas été élus parce que nous avons des machines à billets pour distribuer à un électorat. Non. Nous avons été élus sur la base d'un programme, d'un projet, d'une vision. Et de manière synthétique, c'est quoi cette vision? Pour nous,